On va tourner. Melville veut, c'est exactement ce qu'il désire, ce qu'il attend de moi. Je crois lui donner. Si vous voulez, mes truands sont aussi vrais que les fées des contes d'enfants. Ça n'existe pas, les truands comme je leur prête vie. Je n'en connais pas, j'en ai connu de toutes sortes, j'en ai jamais connu comme les miens. Ceux qui ont rendez-vous à l'intérieur de ce cercle ne manqueront pas de s'y retrouver pour y vivre ou pour y mourir. Peu importe si un personnage est sympathique ou antipathique, je crois que ce qui est plus important, c'est de savoir si on se sent collé à un personnage, si on a envie de l'interpréter, et mon Dieu, si on a envie de le jouer, et suivant le metteur en scène qui vous dirigera. Je veux dire, Jean-Pierre peut venir demain, il le sait, il me dit, Alain, on va faire ça. Je lui dis, Jean-Pierre, on fait ce que vous voulez. Ça ne se passe pas de la même façon avec d'autres. Alain Delon, c'est l'ultime star du cinéma français. C'est le monstre sacré. En même temps, ce terme de monstre sacré ne s'utilise plus aujourd'hui, en tout cas pas chez les gens qui ont moins de 30 ans. Mais un monstre sacré, s'il y en a eu dans le cinéma français, Alain Delon en fait partie. Et Dieu merci, il est toujours vivant. Je vous avais déjà parlé du Samouraï, et je voulais revenir, mais plus largement, sur Alain Delon avec le Cercle Rouge que j'ai vu quand il était sorti. Et oui, je ne suis pas un perdreau de l'année. Bon, quand même, j'étais très jeune, mais j'allais au cinéma très jeune, tout seul, à La Rochelle. Et j'y ai quand même vu des films à l'époque où le cinéma français était grand. On va dire que je suis un vieux réactionnaire. Alain Delon, le solitaire du cinéma français, c'est le titre que j'ai voulu donner à cet épisode, le 57e de ma petite série. J'ai essayé de trouver vraiment des documents vidéo qu'on ne connaît pas spécialement. J'ai conçu cette émission en deux parties. La première partie pour vous parler d'abord d'Alain Delon, car maintenant j'essaie un peu de présenter un film et à travers de son acteur principal. Et ensuite, je vous parlerai un peu plus du Cercle Rouge. Je crois que quand on pense à Alain Delon, tout de suite, il y a deux choses qui nous viennent à l'esprit, c'est la solitude et la beauté, ou la beauté et la solitude. Mais je crois que ce sont deux vertus qui lui vont tout à fait. Alors, est-ce que sa beauté le rend solitaire? Je n'en sais rien, je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir. Cette fameuse solitude d'Alain Delon, qui fait partie vraiment de son ADN, je vous propose de regarder un extrait d'une très bonne émission qui a malheureusement disparu, qui s'appelait Thé ou Café, qui était diffusée le matin et animée par Catherine Sellac. Et elle recevait, il y a quelques années, Alain Delon. Et on voit qu'Alain Delon est vraiment heureux d'être dans cette émission et il se livre assez volontiers. C'est quand même quelqu'un d'assez secret et pour le faire parler, il faut se lever de bonne heure. Ça tombe bien que ce soit le matin, cette émission. Et écoutez cet extrait où il parle justement d'où vient cette solitude et forcément tout vient de l'enfance. L'enfance, c'est la clé de toute personnalité. Comme dit le poète, on ne guérit jamais de son enfance. Écoutez Alain Delon nous parler de sa vie d'enfant solitaire.
effectivement, j'étais devenu un enfant gênant, d'abord parce que j'étais un enfant de l'amour de mon père et de ma mère. Et puis j'étais le seul, je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur, je n'ai que des demi. Et ça m'a toujours manqué et dérangé. Et il fut un moment où je me suis aperçu très clairement, effectivement, que je gênais un peu, que c'était dur. Je ne me suis pas construit en opposition à mes parents, je me suis construit sans penser à mes parents. Et je me suis construit là où on m'a mis, c'est-à-dire dans des pensions. Pension école des frères chrétiennes, école un peu de tout, puisque j'ai changé de pension en pension, puisque j'étais intenable. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais seul. Et j'avais l'impression de vivre seul, de me défendre seul. Heureusement, on me nourrissait à l'école. Sinon, je ne sais pas comment je me serais nourri. Mais j'étais seul. Voilà. Et même si j'étais entouré de camarades, de copains, ils ne savaient pas ce que je pensais et ce que j'avais dans ma tête. Moi, je pensais à une famille qui n'était pas là. Je pensais au dimanche où ils sortaient. Moi, je restais consigné. Pendant 3 mois, ils sortaient. Et puis voilà. Donc, c'était ma réflexion personnelle et ma vie personnelle. Alors, on a souvent d'ailleurs opposé Delon et Belmondo. J'ai toujours pensé qu'on nous présentait ce duo, ces deux locomotives du cinéma français pendant des décennies, comme Delon-Belmondo. En fait, c'est le yin, le yang, je schématise, mais c'était toujours Bébel, l'homme populaire sympa, et Delon, l'homme froid, solitaire, un peu aristocratique, mais c'est exactement le contraire. Belmondo, c'est quelqu'un qui vient de la grande bourgeoisie. Son père est un sculpteur reconnu. Il fait le conservatoire d'art dramatique. Il vit dans le quartier latin. C'est quelqu'un qui a un niveau de vie assez élevé. Il n'est pas du tout issu d'un milieu populaire. C'est justement le cas d'Alain Delon, qui lui vient d'un milieu très populaire. Il n'a pas vraiment été élevé par ses parents ou très peu. Il a fallu qu'il se débrouille tout seul. C'est vraiment quelqu'un qui s'est un peu fabriqué lui-même. Et en fin de compte, on nous présente des images qui sont totalement fausses. Et je crois qu'il est bon de rétablir la vérité. Et une autre contre-vérité qu'on nous a aussi vendue pendant des années, à savoir, Bébel, c'est celui qui est sympa, qui tourne les films dans la bonne humeur, et de l'autre côté, on a Alain Delon qui, lui, a un caractère épouvantable, qui est un dictateur sur les plateaux. Là encore, c'est totalement faux. On parle du Cercle Rouge aujourd'hui, qui est un film de Jean-Pierre Melville. Delon et Belmondo ont tourné pour Melville. Belmondo a tourné le Doulos, il a ensuite tourné L'aîné des fers chauds, mais Belmondo n'est pas du tout l'acteur docile qu'on nous a vendu pendant des années, au contraire. Et vous trouverez même sur YouTube une vidéo, c'est un enregistrement de plateau, où Belmondo incendie Jean-Pierre Melville, lui manque totalement de respect. Alors peut-être qu'il avait ses raisons, je n'étais pas là, je modère mes propos, mais on ne peut pas dire qu'il donne une image absolument polissée et qui correspond à la légende Belmondo. Alors qu'au contraire, et dans les interviews que je vais vous montrer tout à l'heure, Delon se plie totalement à la direction d'acteur de Jean-Pierre Melville, lui fait une confiance aveugle parce qu'il sait que Melville maîtrise totalement son métier et le film qu'il veut faire. Et je crois que c'est une grande preuve de modestie et d'humilité. Donc, revoyons vraiment la vérité entre ce duo génial, bien sûr, de Delon et Belmondo, mais le plus modeste et le plus humble n'est peut-être pas celui qu'on pense. Et puis, pour en finir avec cette comparaison entre Delon et Belmondo, je crois qu'au final, la filmographie de Delon est quand même très supérieure en matière de chef-d'œuvre. Toute la deuxième partie de sa carrière, Belmondo s'est laissé embarquer dans les acrobaties. On était plus dans le cirque que dans le cinéma. Il faut quand même l'avouer. Franchement, Joyeuse Pâques, Le Guignolo, c'est du niveau 4e, 3e trimestre. Regardez la filmographie d'Alain Delon, franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter. Alors évidemment, je suis plutôt Delon que Belmondo, peut-être que vous préférez Belmondo, mais bon, comme vous le savez,
Il faut exprimer ses avis en matière de cinéma. Nous sommes animés par une certaine passion, donc c'est le moment de dire ce que l'on pense. Et donc j'attends vos commentaires, auxquels d'ailleurs je réponds à chaque fois et avec assiduité. Après cette parenthèse sur le duo, la course entre ces deux monstres sacrés, Belmondo, Delon, Belmondo, mais bon, il était quand même obligatoire d'en parler. Revenons sur la solitude, sur le personnage de Solitaire d'Alain Delon. Et je voulais vous montrer un autre document, après les confessions d'Alain Delon à Catherine Sellac, sur son enfance d'enfant seul et quelque peu abandonné. Dans une émission de la radio-télévision suisse, un très bon intervieweur, vous allez le voir, qui connaît bien le cinéma et qui, là aussi, met en confiance Alain Delon. Et Alain Delon, c'est quelqu'un qui reconnaît les professionnels, ceux qui ont travaillé notamment leur émission, leur interview avant d'arriver sur le plateau. Pas comme aujourd'hui, certains qui arrivent les mains dans les poches et qui n'ont absolument pas travaillé, qui font confiance à leur télégénie. Bref, petite parenthèse refermée, Alain Delon revient sur cette solitude. Le journaliste de la télévision suisse pose une question plus complète sur la solitude. Il n'y a pas que la solitude dans son être privé, il y a aussi la solitude professionnelle. Et qu'est-ce qu'amène à Alain Delon cette solitude? Vous allez voir, sa réponse est très intéressante et très éclairante sur son mode de vie et sur ses choix professionnels. Écoutez. Oui, mais c'est pas une solitude qui m'inquiète ou qui me fait peur. Mais il y a deux formes de solitude. Il y a la solitude personnelle et puis il y a la solitude professionnelle. Et puis les deux s'imbriquent à un certain moment. Solitude, oui, parce que, comme me suis déjà exprimé sur ce sujet, parce que tous les êtres que j'ai admirés, tous les êtres qui m'ont fait, qui m'ont fabriqué quelque part, qui m'ont tout appris, qui m'ont tant donné, tous ces êtres ne sont plus et ne reviendront pas. Et ma vie professionnelle et même ma vie tout court n'est plus la même depuis que Gabin est parti, depuis que Lucchino nous a quittés, Lozay, Lino Ventura dernièrement. Et ça ne sera jamais plus la même chose, parce que ça n'est pas seulement la vie professionnelle, c'est la vie tout court. Puisque ma vie est faite d'émotions, ma vie est faite de rencontres avec des êtres exceptionnels. Et puis toute ma vie, j'ai regardé de bas en haut vers ces êtres que j'admirais, qui m'apportaient des choses qui m'exaltaient, qui m'enthousiasmaient. Et puis ces êtres sont partis. Et maintenant, il se trouve que j'ai besoin, je vous dis, je l'ai dit, ça n'est pas la fonction qui m'attire, c'est l'homme. Et maintenant, j'ai besoin d'aller vers quelqu'un, vers quelque chose. J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'admirer, je cherche. Et je ne trouve pas. J'ai trouvé Godard, je ne sais pas ce que je vais trouver maintenant. Et puis les choses sont un petit peu inversées. Maintenant, c'est vous qu'on regarde un peu. Pas, je ne dis pas admirativement de bas en haut, mais comme un ancien. Il m'arrive de parler avec des jeunes comédiens qui manifestent à mon égard une certaine admiration et de leur dire plein soleil, 59. Oh, il me dit, j'étais pas né, tu te rends compte. Mais oui, c'est vrai. Et donc c'est un petit peu moi qu'on regarde comme je regardais les autres. Et c'est ça la solitude professionnelle. Et donc après la solitude, la beauté, ce qui est quand même tout de suite Delon, c'est cette beauté saisissante, magnétique, troublante. C'est un physique fait pour le cinéma, mais ces acteurs qui crèvent l'écran, comme on dit, ils apparaissent, on ne voit plus personne autour, on ne voit qu'eux. Ça, c'est une véritable magie, et je pense que c'est aussi l'expression de l'âme du personnage, parce qu'il y a quelque chose d'inexplicable. Pourquoi des êtres deviennent des stars? Il n'y a pas d'école de stars. On est une star ou on ne l'est pas. Et donc, Léa Salamé, c'est une émission qu'a réalisée Léa Salamé et qui fait une interview, je pense, très réussie. Elle a emmené Delon sur les traces de Tancrède, le personnage qu'il joue dans le chef-d'œuvre de Visconti, Le Guépard. Ils sont en Sicile. Dans l'émission, on les voit dans l'un des palais où ont été tournées des scènes mémorables du Guépard, notamment le fameux bal qui est dans la première partie du film. Et Léa Salamé a bien mis en confiance Delon et lui fait parler de sa beauté. Et j'ai visionné beaucoup d'interviews où on parle toujours à Delon de sa beauté, mais c'est quand même dérangeant, vous imaginez que voulez-vous répondre à cette question quand vous êtes beau comme Delon? Et je trouve que la réponse que fait Delon dans cette interview est la plus intéressante et la plus sincère. Bref,
regarder Alain Delon répondre aux questions de Léa Salamé sur sa beauté. Pour ce qu'on n'est pas ou pour un prétentieux. Moi, j'ai su très très jeune, parce que j'ai su par la vie humaine tous les jours, que j'étais, disons, bien fait de ma personne. Je le voyais, que ce soit par mes succès féminins ou que ce soit par ce que disaient les gens. Et je me souviens d'une anecdote que je vous racontais. Quand j'étais tout petit dans ma poussette, et que ma mère m'envoyait me promener avec ma nounou, elle avait écrit au-dessus de moi, dans la poussette, « Regardez-moi, mais ne me touchez pas ». C'est beau, non? Il ne voulait surtout pas qu'on me touche. Bon, et j'ai su très tôt que j'étais, que je plaisais aux femmes, que j'étais beau, oui, ça faut... Aux femmes, aux hommes. Ou aux hommes plus tard, mais d'abord les femmes, il fallait le comprendre, mais c'était facile à comprendre, moi. Bon. Le Cercle Rouge sort en 1970. Alain Delon a tourné 3 ans avant Le Samouraï, qui est sa première collaboration avec Melville. Le Samouraï, c'est vraiment le film qui a façonné, je dirais, l'image d'Alain Delon jusqu'à la fin de sa carrière. Et il tournera en 1972 un 3e film avec Melville, Un flic. Et en fait, Le Samouraï, Le Cercle Rouge, Un flic, c'est une trilogie, c'est la trilogie du polar que Melville tourne avec Delon. Il n'y en aura pas d'autres, au grand désespoir d'ailleurs de Melville. Et Le Cercle Rouge est un peu le point d'orgue, je dirais, de cette trilogie. Et cette trilogie, en fait, synthétise totalement le rapport, la relation tellement complexe entre Delon et Melville. Ce sont 2 solitudes qui se sont rencontrées et qui ont créé, en fait, une 3e entité, je dirais, parce que Delon-Melville, c'est une création qui vient s'ajouter aux personnalités de chacun. Et c'est vrai qu'il est très difficile d'analyser, de comprendre comment a fonctionné cet attelage, si on peut dire. Et il y a bien sûr une fascination totale de Melville pour Alain Delon. Alain Delon, cette beauté hors du commun. Melville vit à travers Delon une vie rêvée, fantasmé. D'ailleurs, le cinéma de Jean-Pierre Melville est un cinéma de fantasme. Vous avez entendu au début de la vidéo quand il dit « Mes voyous, ils sont aussi réels que les fées dans les contes pour enfants ». Et cette relation vraiment très forte, presque un peu mystérieuse, entre Delon et Melville, il est donc très difficile de l'appréhender. Je vous propose de regarder un extrait de Monsieur Cinéma. Alors là, c'est l'émission que je regardais quand j'étais petit, en bout de table, à la maison, noir et blanc, il y avait qu'une chaîne, 2. C'était à 13h après le journal télévisé. Et après la partie jeu de l'émission, Pierre Tchernia recevait Gabin, Delon, excusez du peu. Et là, donc, ce dimanche, Alain Delon est l'invité de Pierre Tchernia et il vient présenter le Cercle Rouge et parler de Jean-Pierre Melville. Et donc, je vous propose de regarder cet extrait de Monsieur Cinéma qui date de 1970. Merci Pierre, un plaisir à partager. Oui, mais le grand plaisir, je crois, que vous avez, que j'ai et que peuvent avoir les spectateurs depuis 3 jours, c'est de voir le Cercle Rouge. À mon Dieu, je le pense, si j'en juge par l'afflux devant les cinémas, je crois qu'ils ont plaisir à le voir, du moins s'ils suivent les indications de leurs amis qui en sortent. Moi, je veux dire que j'ai eu grand plaisir à y participer et à le voir aussi. Oui, bien sûr. Même d'ailleurs, je crois. Je crois que non seulement c'est un très bon film, un très grand film même, mais dans l'œuvre de Melville, c'est encore un pas de plus vers l'immense qualité. C'est un pas de plus vers je ne sais quoi, parce qu'on se demande finalement où ce diable d'homme va arriver, parce que personnellement, je pense que c'est sa plus belle réalisation, son meilleur film. Et le problème vient toujours après. On se dit ensuite et après, que va-t-il faire? Je dois dire d'ailleurs que par rapport à vous, quand on a vu et aimé Le Samouraï, c'est un très beau film, on sent que que l'idée que Melville se fait de vous est en train de mûrir, que le personnage quitte la jeunesse lyrique pour arriver vers un âge plus réfléchi. Je le pense, pour tendre vers une certaine maturité, oui. D'homme comme d'acteur, moi je le souhaite. D'ailleurs, je considère personnellement le Cercle Rouge comme un peu un super samouraï.
c'est un thème qui est cher à Jean-Pierre, qui est le thème de la solitude. Et alors que dans le Samouraï, le personnage central et pratiquement principal et unique était ce Jeff Costello, ce solitaire, le thème propre du Cercle Rouge est 4 solitudes et 4 loups solitaires qui se rejoignent et qui convergent l'un vers l'autre et qui se retrouvent finalement dans ce Cercle Rouge, qui est le titre même du film. Oui, d'ailleurs, il y a toujours une intention de moraliste chez Melville. Tout le temps, oui, assez asiatique d'ailleurs. Et je dois dire que le scénario est beau, la mise en scène est belle, et puis il y a une distribution absolument éclatante. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Donc je ne peux pas vous jeter des fleurs au visage, Alain, mais vous le savez, on vous l'a dit à quel point votre rôle est bien interprété, bien dirigé aussi. Et puis il y a à côté de vous Yves Montand, qui joue un personnage tout à fait curieux et pittoresque. Ça a dû beaucoup l'amuser. Qui l'a passionné, oui, c'est assez, enfin, le mot assez amusé, nouveau pour lui. Oui. Juste. Et puis il y a Bourvil. Il y a Bourvil, oui, cher André, qui est absolument remarquable dans un rôle qui était tout à fait nouveau pour lui aussi, puisque c'est pas le Bourvil habituel. Je veux dire que les gens ne s'attendent pas à voir Bourvil comme ils ont la plupart du temps l'habitude de le voir, mais c'est à mon sens quelque chose de peut-être probablement de plus remarquable que ce qu'il avait fait jusqu'alors. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est de penser que nous l'avons perdu et qu'on a perdu du même coup toutes les occasions de le retrouver dans des rôles encore très différents. Et je crois que là, d'ailleurs, d'après ce que dit Jean-Pierre Melville dans les interviews, lui-même, Bourvil ne se sentait pas à l'aise au départ. Non, il n'était pas du tout à l'aise, il était très inquiet. Et puis il y a une confiance qui est née entre le metteur en scène et le comédien. Une union entre deux, oui. Et on est arrivé à ce grand rôle, dans ce grand film. Et pour rentrer encore un peu plus dans ce film, Le Cercle Rouge, qu'on ne se lasse pas de revoir, je vous propose de regarder un très court extrait d'une interview de Jean-Pierre Melville. On lui pose une question très simple. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Cercle Rouge? Et après, quand même, je vais vous préciser quelque chose parce qu'il est assez facétieux, Melville, mais écoutez-le présenter Le Cercle Rouge et la signification de ce titre assez étrange parce que dans le film, on ne voit aucun cercle rouge. Écoutez Jean-Pierre Melville. Pourquoi ce cercle? C'est une phrase rapportée par Ramakrishna d'après ce qu'aurait dit et ce qu'aurait fait Sakyamuni, le Bouddha, Siddhartha Gautama, appelez-le comme vous voulez, qui avait pris un morceau de cercle rouge et qui avait fait un trait en disant les hommes qui ont rendez-vous à l'intérieur d'un cercle s'y retrouvent toujours quoi qu'ils fassent. C'est-à-dire que c'est l'idée de ce soir à Samarcande, puisqu'il est aussi question de la mort que de la vie, mais en même temps, c'est l'idée du rendez-vous à plusieurs, avec la vie ou avec la mort. C'est-à-dire, on peut suivre parallèlement la destinée de gens qui ne sont pas faits du tout pour se rencontrer, mais qui, tout à coup, se rencontrent. Et tout est modifié à cause de leur rencontre. Jean-Pierre Melville, donc, nous parle de Siddhartha, de la même façon qu'il nous avait parlé dans le Samouraï du Bushido, avec une phrase qui est mise en exergue au début du film, qu'il a totalement inventée. C'est un mystificateur de génie, Jean-Pierre Melville. Il nous emmène, il nous embarque dans des légendes qu'il invente lui-même, et elles sont plus fortes que le réel. Et je crois que c'est la grande force du cinéma de Jean-Pierre Melville, parce qu'en fin de compte, pour passer l'écran, je crois que la réalité en tant que telle, excusez-moi, mais n'a pas un grand intérêt. Je sais bien qu'aujourd'hui, on aime bien filmer la réalité, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde pour dire les choses? Non, Jean-Pierre Melville, je reviens toujours à ça, le cinéma, c'est raconter des histoires. Et Melville, c'est un conteur exceptionnel. Et son cinéma est une invention totale. Et j'ai retrouvé un document que je vous propose de regarder. C'est Quentin Tarantino qui parle de Jean-Pierre Melville. Vous savez que Tarantino, c'est un très grand cinéphile avant d'être un cinéaste. Il s'est notamment beaucoup nourri du cinéma européen. Et j'ai été très content de trouver ce document parce que je me suis dit finalement, je ne suis pas aussi con que ça. Et je vous avais dit dans d'autres vidéos, en parlant de Sergio Leone et de Melville, que les deux, en fait, avaient réinventé
un genre cinématographique très fort dans le cinéma américain, à savoir le western et le film policier. Et ensuite, ces deux genres sont retournés aux États-Unis et les réalisateurs américains, en fait, ont pris la nouvelle façon de faire des cinéastes européens. Et c'est exactement ce que dit Tarantino quand il parle de Sergio Leone et de Jean-Pierre Melville. Ils ont réinventé quelque chose et le cinéma de Melville, en fait, crée des codes. Quand vous voyez Usual Suspects, c'est tellement inspiré du cinéma de Melville. Quand on voit le cercle rouge, les flics, les voyous ont leur trench, leur chapeau, ils roulent tous en voiture américaine. Bien sûr que ce n'est pas la réalité, mais c'est tellement plus fort que la réalité et on crée une mythologie qui va durer pendant des décennies et qui dure encore. Alors je vous propose de regarder cette très courte interview de Tarantino qui dit exactement ce que je suis en train de vous expliquer, mais il le dit beaucoup mieux que moi. There's a French director named Jean-Pierre Melville. He did a whole series of crime films, always like set in Paris or Marseille or something, that were basically the Warner Brothers Bogart Cagney films, all right, but completely set to this like French Parisian rhythm. And they started like Alain Delon or Jean-Paul Belmondo, you know. And they're great. And they work very much in the same way that like Sergio Leone's films do, where they take a genre that like we know left, right, forwards, up and down and backwards. But they do it with a whole different style and a whole different perspective. And here they've basically reinvented the genre. They've created something new that didn't exist before. Le cinéma de Melville, c'est vraiment une création magnifique et ça rejoint un peu cette phrase qu'on attribue, je crois, à Alfred Hitchcock qui disait « Quand je vois le spectre du réalisme, je lui tords le cou ». C'est exactement ça. Ce qui fait justement les très grands cinéastes, c'est qu'ils inventent un univers, ils créent quelque chose. Ils ont un monde en eux et ils nous font rentrer dans leur monde. Et c'est la force de ces très grands cinéastes comme Jean-Pierre Melville, puisque là, ça passe la barrière du temps. Imaginez-vous quand même que le Cercle Rouge a été tourné il y a plus d'un demi-siècle. Franchement, trouvez-moi des polars du niveau des films de Melville, faut se lever de bonne heure, hein, surtout aujourd'hui. Et je voudrais vous montrer la manière de travailler de Melville. Vous savez que Jean-Pierre Melville était vraiment, alors lui aussi un très grand solitaire, et qui était complètement en dehors du cadre officiel, je dirais, du cinéma français. Jean-Pierre Melville vivait pour le cinéma, dans le cinéma, 24 heures sur 24. Il avait ses propres studios à Paris, rue Génère, il habitait au-dessus, il faisait les décors, c'était un homme très méticuleux, très maniaque, et donc tout était maîtrisé. Il contrôlait tout, des dialogues aux décors, aux costumes, aux accessoires, aux déplacements des acteurs, aux focales de la caméra. C'était quelqu'un qui avait une connaissance parfaite de la technique, et donc ces films sont des mécaniques d'horlogerie. Et c'est ce qui en fait justement la force et la précision. Et donc je vous propose de regarder dans un premier temps un extrait qui est au début du film, donc Corey, le personnage joué par Delon, sort de prison. Il va se retrouver à un moment donné dans une salle de billard où des tueurs vont le rejoindre. Et aussitôt après, vous allez voir le tournage de cette scène. Regardez Delon et Jean-Pierre Melville au travail, et vous allez voir dans cet extrait la concentration d'Alain Delon sur le plateau de Jean-Pierre Melville.
Casser Rico chez lui. Tu as perdu les usages en prison. Il faut rendre ce que tu as appris, Corée. D'accord. Attention. Prêt? Oui. Partez. Est-ce que ce film est très différent du Samouraï? Ah oui, je le crois. Dans le Samouraï, j'ai voulu raconter l'histoire d'un homme seul. Là, au contraire, j'ai voulu raconter l'histoire d'une rencontre et d'un rendez-vous. Est-ce que vos héros sont toujours les mêmes? Est-ce que ce sont des gens orgueilleux? Des gens? Orgueilleux. Ah oui, certainement. Oui, monsieur. Tiens, un fusil, j'ai perdu un... Est-ce que vous arrivez à vous dégager du rôle du samouraï pour tourner ce film? Oui, je vois pas le rapport entre le samouraï et ce film. Pourquoi me dégager du rôle du samouraï? Parce que le fait d'avoir tourné justement le samouraï, ça ne vous gêne pas pour tourner ce rôle-là? Non, je dirais que dans ce film-là, les autres sont des samouraïs. Moi, je suis justement différent du samouraï. De toute façon, rien ne me gêne avec Melville. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que nos rapports avec Melville sont tels et notre communicabilité sur le plan du travail sur le plateau est tellement forte que tout est d'une facilité déconcertante avec lui. Il y a une complicité entre vous et lui. Il y a une complicité, il y a une communion, il y a tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que je sais exactement ce que Melville veut, je sais exactement ce qu'il désire, ce qu'il attend de moi. Et je crois lui donner ce qu'il me demande. Vous avez vu au début de cette vidéo, quand Alain Delon dit Melville peut me demander ce qu'il veut, je le fais. Ce qui montre son humilité, sa docilité. Il se laisse diriger par Melville. Et je vous propose de regarder un autre document de plateau pendant le tournage du Cercle Rouge, où, et c'est vraiment intéressant, vous allez voir Melville en pleine direction d'acteur. C'est une scène où Corée, donc Alain Delon, se rend chez quelqu'un qui lui doit de l'argent, qui n'est pas venu le voir en prison, et à un moment donné, donc, il trouve le coffre, il ouvre le coffre et il prend une arme. Regardez, c'est très rapide, très furtif, la direction d'acteur. Enfin, peut-on parler de direction d'acteur? On est même au-delà de tout ça. C'est une communion totale entre Melville et Delon. On voit Melville qui fait les gestes devant Alain Delon et Alain Delon ne dit rien, il a compris, ils n'ont même pas besoin tellement de se parler. Et quand on voit après la scène telle qu'elle est, si vous regardez bien le jeu de Delon dans les films de Melville, c'est une chorégraphie. Tous ces gestes sont à la fois naturels mais très réfléchis à l'avance. Et il y a aussi une élégance dans tous ces gestes, même dans sa façon de regarder l'heure, à une époque où on mettait le cadran sous le poignet. Mais on voit l'osmose totale entre les deux esprits de Melville et Delon, la communion spirituelle pour la création d'un chef-d'œuvre. Et franchement, je crois que c'est fascinant de voir que là, on est à un niveau, là, c'est vraiment le 7e art. On est dans quelque chose qui presque dépasse le cinéma. Et donc, je vous propose de regarder Melville, dirigeant Delon, travaillant avec Delon sur le plateau du Cercle Rouge. Pendant ces 4 ans. Oui, pardon, 5. C'est parce que, ni à l'enquête, ni pendant l'instruction, ni au procès, tu n'as prononcé mon nom.
Et j'ai pensé qu'il valait mieux, pour toi comme pour moi. Jean-Pierre Melville, dois-je vous le rappeler, est essentiellement un grand nom de l'après-deuxième guerre. Du Silence de la mer à l'Armée des ombres, en passant par des films comme Léon Morin prêtre, Le Doulos, Le deuxième souffle et Le Samouraï, il s'est toujours distingué par la sobriété, la rigueur et la densité dont il nourrit tant ses mises en scène que l'interprétation de ses comédiens. Il y a incontestablement un style Melville. Les poésies, chorales fixes de ses yeux. Je peux aussi le coffre, visiblement pas. Là, ça, je vais mettre dans mon micro, là, ouvrir là. Positionner. La troisième combinaison, vous la ferez beaucoup plus lentement. Et là, il vous pousse. Oui, dès qu'il passe, voilà. Alors bien sûr, dans le Cercle Rouge, il y a aussi Yves Montand, François Perrier, Gian Maria Volonté et Bourvil. Le rôle du commissaire Mattei, en fait, devait être joué non pas par Bourvil, mais par Lino Ventura. Mais vous savez que la relation entre Ventura et Melville était épouvantable, même s'ils ont fait Le deuxième souffle, L'Armée des ombres. D'ailleurs, pendant le tournage du deuxième souffle, il y a eu un clash entre les deux, et quand Ventura retrouve Melville dans l'Armée des ombres, pendant tout le tournage, il ne s'adresse pas un seul mot. Et donc, Melville avait proposé le rôle du commissaire Mattei à Lino Ventura, mais Lino Ventura n'a pas voulu tourner le film. Et donc, il choisit Bourvil. C'est l'un de ses deux derniers rôles au cinéma, puisque pratiquement en même temps, Bourvil tourne Le Mur de l'Atlantique, qui est une comédie un peu ratée, et Le Cercle Rouge. Et c'est un des rares rôles dramatiques de Bourvil, et c'est d'ailleurs Jean-Pierre Melville qui dit à Bourvil: au générique, on ne mettra pas Bourvil, on mettra André Bourvil. Vous savez que le véritable nom de Bourvil, c'était André Rimbourg. Il avait choisi Bourvil, qui était le nom d'une commune de Normandie où il était né. Et Bourvil était très malade pendant le tournage. Et c'est un hommage qu'a voulu lui rendre Jean-Pierre Melville. Et je vous propose de regarder une très courte interview de Jean-Pierre Melville parlant de Bourvil sur le tournage du Cercle Rouge. Et les images de la fin où, malgré sa maladie, un cancer des os qui le faisait souffrir terriblement, c'était un martyr, mais il n'en laissait rien passer. Quel homme extraordinaire, Bourvil.
Et donc, regardez ce document. L'image n'est pas très bonne, mais franchement, ça vaut la peine de prendre ses lunettes pour regarder ce document extraordinaire de Bourvil, les quasiment derniers instants au cinéma de Bourvil. Il est arrivé de tourner le dernier plan du film. Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant là, et là, il s'est mis à chanter. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être... Ça, c'est the happy end. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, j'espère que vous avez découvert des choses nouvelles sur Alain Delon et sur le Cercle Rouge. Et pour terminer, je voudrais vous proposer de voir ou de revoir les images de la remise de la Palme d'Or d'honneur à Alain Delon au Festival de Cannes il y a quelques années. C'était avant son AVC. Et je trouve ce moment extrêmement émouvant. C'est Anouchka, sa fille, qui lui remet la Palme d'Or. Et Alain Delon est extrêmement touché. Et il est lui-même, il n'a plus cette image froide, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on arrondit les angles. Et on voit là toute l'humanité d'Alain Delon. Personnellement, ça m'a toujours agacé, cette image tout à fait fausse d'Alain Delon, personnage froid, distant. C'est exactement le contraire. Et dans cet extrait, vous allez voir un Alain Delon en communion avec son public et qui parle avec une vérité totale et même il parle de sa mort. Et regardez bien jusqu'à la fin cet extrait quand il remercie le public. C'est d'une très grande émotion. Et franchement, Alain Delon, il n'y en a qu'un. Je n'ai pas autant chéri de ma vie. Pardon? Oui, pas seulement bonheur. Je vais vous dire pourquoi je suis heureux de cette Palme d'Or. D'abord parce que ma fille, et vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi, mais c'est surtout parce que il y a une chose au monde où je suis sûr, et une chose au monde où je suis fier, vraiment, la seule, c'est de ma carrière. Et cette Palme d'Or, on l'a offert pour ma carrière et pour rien d'autre. C'est pour ça que je suis heureux et content et satisfait. Je vais vous demander pardon parce que ce soir, pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Vous savez, quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit qu'il y a une chose qui est difficile, qui n'est pas difficile, c'est de faire le métier que tu veux faire. Ce qui est très difficile, c'est de durer. Et j'ai duré. J'ai duré 62 ans. Maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Mais je ne partirai pas sans vous le dire et sans vous remercier. Parce que j'ai fait mon métier toute ma vie, j'ai fait du mieux que je pouvais. Ce soir, cette projection m'a bouleversé, m'a montré des tas de choses. Mais j'ai fait un métier que j'ai choisi, dirigé par les plus grands, les meilleurs. Et paraît-il, je suis une star. Et si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je dois, qu'à personne.
pas les films qui font les stars, c'est pas les metteurs en scène, c'est pas tout ce qui se passe. Ça n'est que le public, au cours des années, des mois, de nombreuses années, qui font les stars. Il y a beaucoup de public et il y a peu de stars. J'en fais partie grâce à vous. Je vous remercie de tout mon cœur infiniment. Et je vous dis merci et au revoir. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu, mesdames. Et j'ai jamais pleuré comme ça pour les femmes. Ça m'emmerde parce que je vais encore pleurer. Avant de partir, je voudrais simplement vous dire que je pense à Mireille Romy. Voilà, je n'ai plus grand-chose à vous dire, ni à vous montrer du reste. J'espère que cet épisode vous aura appris certaines choses, vous aura fait découvrir des documents que vous ne connaissiez pas, et surtout l'envie de voir ou de revoir ce chef-d'œuvre absolu de Jean-Pierre Melville. Donc je vous laisse en compagnie de cette immense star, ce phare du cinéma français, Alain Delon, que je salue. Je ne le connais pas, mais je pense que nous pouvons le remercier de ce qu'il a donné au public français, des films qui traversent le temps. Et quand un soir à la télé, il y a un film avec Alain Delon, généralement, on est content et on ne perd pas son temps. Je vous laisse avec Alain Delon, Le Cercle Rouge, Jean-Pierre Melville, 1970. À bientôt.